Tu sais ce moment où ta vie entière bascule en l'espace de 20 minutes? Oui, c'est ce qui m'est arrivé. Le jour qui devait être le plus heureux de ma vie. Je m'appelle Rachel, et voici l'histoire de comment mon mariage s'est transformé en champ de bataille et comment ma grand-mère est devenue mon héroïne inattendue. Laisse-moi revenir un peu en arrière. En grandissant, j'ai toujours été la raisonnable. Ma sœur Olivia? C'était la star. La belle. Celle qui ne faisait jamais rien de mal aux yeux de mes parents. Ne te méprends pas, je l'aimais. Mais vivre dans l'ombre de quelqu'un pendant 28 ans, ça te marque. Pendant qu'Olivia faisait la fête à l'université avec l'argent de mes parents, je travaillais à 2 emplois pour payer mes études dans une université publique. Quand elle a dilapidé son fonds en 3 ans en sacs de luxe et voyages à Ibiza, je mangeais des nouilles instantanées et j'économisais chaque centime. J'ai créé une petite entreprise de marketing digital depuis mon minuscule appartement à 23 ans. Je travaillais 16 heures par jour. Dormais 4 heures par nuit. Je manquais tous les anniversaires, toutes les fêtes. Mes parents pensaient que je perdais mon temps. Pourquoi ne trouves-tu pas un vrai travail, comme Olivia, disait-il. Olivia travaillait à temps partiel dans une boutique, surtout pour bénéficier des réductions. Mais j'avais une vision. Et lentement, douloureusement, elle a commencé à se concrétiser. Un client, puis 5, puis 20. À 26 ans, j'avais 15 employés et des contrats avec de grandes marques. À 27, j'ai vendu une partie de mon entreprise pour une somme qui a changé ma vie. 2,5 millions d'euros, pour être précise. Je n'en ai parlé à personne. Ni à mes parents, ni à Olivia, ni même à ma grand-mère Iris, mon pilier. La seule personne au courant, c'était Daniel, l'homme que j'allais épouser. Et tu sais quoi? L'argent ne l'intéressait pas. Il est tombé amoureux de moi quand je mangeais encore des nouilles instantanées et conduisais une voiture rafistolée au ruban adhésif et aux prières. Daniel était professeur au lycée. Il gagnait correctement sa vie, sans plus. On prévoyait un mariage simple, environ 50 invités, quelque chose de modeste et de beau. Mais c'est là que ma mère s'en est mêlée. Tu ne peux pas faire un mariage avec seulement 50 invités. Que vont penser les gens? Olivia avait 200 invités à sa fête de fiançailles. Oui, la fête de fiançailles d'Olivia. Ses fiançailles ont volé en éclats 3 mois plus tard, quand elle a surpris son fiancé en train de la tromper, mais apparemment, la fête était splendide. Contre mon bon sens, j'ai cédé. Nous avons choisi un lieu plus grand, invité plus de monde, tout le tralala. Je pouvais me le permettre maintenant, même si personne ne le savait. J'ai dit à mes parents que nous avions économisé et que la famille de Daniel contribuait aussi. Le jour du mariage a commencé parfaitement. Le temps était magnifique, ensoleillé, sans être étouffant. Le lieu ressemblait à un conte de fées, des roses blanches, des guirlandes lumineuses. Je me sentais comme une princesse. Daniel me regardait comme si j'étais la seule personne au monde. La cérémonie était superbe. J'ai pleuré, Daniel a pleuré, même son père, pourtant dur comme la pierre, avait les larmes aux yeux. Nous avons échangé nos vœux sous une arche fleurie, et quand Daniel m'a embrassé, j'ai juré que le temps s'était arrêté une seconde. La réception battait son plein. 200 invités, comme le voulait ma mère. Tout le monde dansait, riait, s'amusait. J'étais sur un nuage, dansant avec mon nouveau mari, quand j'ai vu Olivia dans un coin, chuchotant avec mes parents. Ils me jetaient des regards étranges. Mon estomac s'est noué. Quelque chose n'allait pas. Olivia se comportait bizarrement depuis le matin. Silencieuse, ce qui ne lui ressemblait pas du tout. Son toast, plutôt, sonnait faux, elle avait parlé de ma prudence financière et de combien elle était fière que sa petite sœur ait enfin réussi. Il y avait quelque chose dans sa voix, que je n'arrivais pas à définir. J'ai découvert plus tard qu'elle avait fouillé dans mes affaires. Pendant qu'elle m'aidait à me préparer chez mes parents la veille, elle est tombée sur des relevés bancaires que j'avais bêtement laissés dans mon ancienne chambre. Elle avait vu les soldes, les comptes d'investissement, les économies. Et au lieu d'en parler avec moi, elle en a parlé à nos parents. Ils ont passé toute la journée du mariage à ruminer, à s'énerver. Je faisais une pause, retouchant mon maquillage dans la suite nuptiale, quand ils m'ont coincé. Tous les 3, ma mère, mon père et Olivia.
Pourquoi ne nous as-tu rien dit, a dit ma mère, la voix glaciale. Dis quoi, ai-je répondu, vraiment perdu. À propos de l'argent, Rachel. Les 2,5 millions d'euros. La voix d'Olivia était tranchante, accusatrice. Mon sang s'est glacé. Comment tu... Peu importe comment, a coupé mon père. Ce qui compte, c'est que tu nous as menti. Tu faisais semblant d'avoir du mal, alors que tu es riche en secret. Je n'ai jamais dit que j'avais du mal. J'ai juste... Juste quoi? Tu pensais que ta famille ne méritait pas de le savoir? Que tu ne devais pas aider ta sœur, qui traverse une période difficile? La voix de ma mère montait, et j'étais terrifiée à l'idée que quelqu'un dehors entende. Olivia s'est mêlée à la discussion. Je suis en train de me noyer dans les dettes, Rachel. J'ai perdu mon travail il y a 2 mois. Je vais perdre mon appartement. Et toi, tu t'assieds sur des millions depuis tout ce temps? Olivia, je ne savais pas que tu avais perdu ton emploi. Tu ne me l'as jamais dit. Parce que j'avais honte. Mais tu sais ce qui est encore plus humiliant? Découvrir que ma sœur aurait pu m'aider depuis le début et a choisi de ne pas le faire. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar. C'était le jour de mon mariage. Mon jour. Et il m'attaquait à propos de l'argent que j'avais gagné après des années de travail acharné qu'il n'avait jamais soutenu. Et écoutez, ai-je dit en essayant de rester calme, ce n'est ni le moment ni l'endroit. On peut en parler demain, d'accord? Non, a dit fermement mon père. On en parle maintenant. Ta sœur a besoin d'aide. La famille aide la famille. J'ai toujours aidé quand je pouvais. Quand tu pouvais? Olivia a ri, amèrement. Tu as 2,5 millions d'euros et tu ne pouvais pas m'aider? Ma mère posa sa main sur l'épaule d'Olivia. Nous pensons qu'il serait juste que tu donnes à Olivia 10% de ce que tu possèdes. 250 000 euros. Cela réglerait tous ses problèmes, et tu ne t'en rendrais même pas compte. Je n'en croyais pas mes oreilles. Vous voulez que je lui donne 250 000 d'euros? Comme ça? C'est ta sœur, dit mon père, comme si cela expliquait tout. Et tu es notre fille, ajouta ma mère. Nous t'avons élevée, nous nous sommes sacrifiés pour toi. Sacrifiés pour moi? Les mots m'échappèrent avant que je puisse les retenir. Vous avez payé toutes les études d'Olivia pendant que je travaillais 2 emplois. Vous lui avez acheté une voiture pendant que je prenais le bus. Vous. Nous t'avons donné ce dont tu avais besoin, coupa ma mère sèchement. Olivia avait besoin de plus de soutien. Elle n'est pas aussi capable que toi. Ces mots me blessèrent plus que tout. Pas aussi capable. Comme si Olivia était une fleur fragile qu'il fallait protéger, pendant que moi, on s'attendait à ce que je me débrouille seule. Je ne donnerai à personne 250 000 euros, dis-je fermement. J'ai travaillé pour cet argent. 11 heures par jour, 7 jours sur 7, pendant des années. Personne dans cette famille n'a cru en moi. Personne ne m'a aidé. J'ai tout fait seule. Espèce d'ingrate égoïste, siffla Olivia. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Tout ce que vous avez fait pour moi. Je tremblais maintenant. Cite-moi une seule fois, Olivia, une seule, où tu as soutenu mes rêves au lieu de t'en moquer. C'est incroyable, dit mon père. Nous sommes ta famille. Ton sang. Et tu préfères l'argent à nous? Je ne préfère pas l'argent à vous. Je refuse simplement de donner une fortune sous prétexte que vous pensez y avoir droit. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Ma mère ouvrit la porte de la suite nuptiale et sortit dans la salle de réception. Mon cœur battait à tout rompre. Non, non, non. Elle ne va pas faire ça. Elle ne peut pas. Mais elle le fit. Elle attrapa un micro auprès du groupe. La musique s'arrêta. 200 personnes se tournèrent pour la regarder. Je suis désolée d'interrompre la fête, annonça ma mère d'une voix mielleuse. Mais je pense que tout le monde devrait savoir quel genre de personnes nous célébrons aujourd'hui. Maman, non, je sortis en courant de la suite, mais c'était trop tard. Ma fille Rachel cache le fait qu'elle a 2,5 millions d'euros à la banque. Et quand sa sœur,
qui a des difficultés financières, lui a demandé une petite partie pour s'en sortir, elle a refusé. Elle se tient ici dans une robe de créateur, entourée de 200 invités, et elle ne veut pas aider sa propre famille. Le silence fut assourdissant. Tous les yeux étaient rivés sur moi. Daniel, figé sur la piste de danse, avait l'air horrifié. Ma grand-mère Iris, assise à une table près du devant, se leva lentement, le visage marqué par la colère. Mais pas dirigé contre moi, contre ma mère. Olivia s'approcha de moi, le visage rouge, les larmes coulant sur ses joues. « Comment as-tu pu » hurla-t-elle. « Comment peux-tu être aussi égoïste ? Olivia, s'il te plaît, allons parler ailleurs. » Non. Tout le monde doit savoir qui tu es vraiment. J'essayais de calmer la situation, de nous éloigner de la foule, mais Olivia était hystérique. Les gens sortaient leur téléphone. Je voyais les caméras braquées sur nous. « Tu t'es toujours cru meilleure que moi » cria Olivia. « Mademoiselle parfaite, mademoiselle réussite. » Eh bien, devine quoi ? Tout cet argent ne fait pas de toi une bonne personne. Je n'ai jamais dit que j'étais meilleure que toi. Tu n'avais pas besoin de le dire. Ça se lit sur ton visage à chaque fois que tu me regardes. Ce n'est pas vrai ? 10%, Rachel. C'est tout ce que je demande. C'est tout ce qu'on te demande. Mais tu es bien trop avare, trop froide et sans cœur. Elle leva la main et me gifla. Fort. En plein visage. Le bruit claqua dans la salle silencieuse comme un coup de feu. Je restai figé, la joue en feu. 200 personnes retinrent leur souffle. J'entendis quelqu'un pleurer. Ma main se porta instinctivement à mon visage, sentant la brûlure de son empreinte. Daniel accourut, se plaçant entre nous. « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi » cria-t-il à Olivia. Mon père attrapa Olivia et la tira en arrière. Mais le mal était fait. Ma sœur venait de me gifler à mon propre mariage. Et c'est alors que ma grand-mère bougea. Iris avait 78 ans, mais elle se déplaça comme une femme possédée. Elle marcha droit vers ma mère, lui arracha le micro des mains et se tourna vers la foule. « Je suis Iris, la grand-mère de la mariée », dit-elle d'une voix claire et assurée. « Et je tiens à m'excuser que vous ayez eu à assister à un spectacle aussi honteux. » Elle se tourna vers mes parents et Olivia, le regard flamboyant. « Ma petite fille Rachel a bâti une entreprise à partir de rien. Elle s'est tuée au travail pendant que le reste de sa famille faisait la fête et dépensait de l'argent qu'elle n'avait pas gagné. Elle n'a jamais demandé d'aide. Jamais. Elle a tout accompli seule. » « Maman, ce n'est pas juste » tenta d'interrompre ma mère. « Je n'ai pas fini » répondit froidement Iris. « Ce que je viens de voir, c'est 3 adultes qui maltraitent verbalement et physiquement une femme le jour de son mariage, parce qu'ils s'estiment en droit de réclamer un argent qu'ils n'ont pas gagné. C'est écœurant. C'est honteux. Et cela s'arrête maintenant. » Elle sortit son téléphone et composa un numéro. Sa voix résonna dans toute la salle. « Oui, bonjour, la police ? Je voudrais signaler une agression au Riverside Garden. Une femme vient d'être frappée au visage pendant sa réception de mariage. Oui, nous avons 200 témoins. Merci d'envoyer quelqu'un immédiatement. » La couleur quitta le visage d'Olivia. Ma mère sembla sur le point de s'évanouir. Mon père balbutia quelque chose à propos d'une « affaire de famille ». « Une affaire de famille », ricana Iris. « Vous avez transformé son mariage en cirque, vous l'avez humilié devant tout le monde, et votre fille a commis une agression. Ce n'est plus une affaire de famille depuis le moment où vous avez rendu tout cela public. » Les 20 minutes suivantes furent un chaos total. Les gens chuchotaient, prenaient des photos, essayaient de comprendre ce qui se passait. Daniel me tenait contre lui pendant que je tremblais encore, incapable de réaliser ce qui venait d'arriver. Certains invités partirent, gênés d'avoir assisté à ce désastre. D'autres restèrent, morbides, curieux de voir comment tout cela allait se terminer. Mes parents ont essayé de s'excuser, de revenir en arrière. « On s'est laissé emporter » a dit ma mère. « Oublions tout ça, d'accord ? » « Non » ai-je répondu calmement. C'était le premier mot que je prononçais depuis qu'Olivia m'avait giflé. « Non, je ne crois pas que je vais oublier. » Olivia pleurait,
me suppliant de ne pas porter plainte. Je suis désolée, je t'en supplie, je ne voulais pas, j'étais juste tellement émotive. Mais en réalité, elle le voulait. À ce moment-là, elle le pensait vraiment. La police est arrivée plus vite que je ne l'aurais cru. 2 agents, un homme et une femme visiblement mal à l'aise d'être appelés à une réception de mariage. Iris les a accueillis à l'entrée et leur a expliqué la situation. J'ai montré la marque rouge sur ma joue, encore visible et brûlante. Ils ont pris les dépositions de Daniel, d'Iris, et de plusieurs invités qui avaient vu la gifle. Quand ils se sont approchés d'Olivia, elle s'est complètement effondrée, sanglotant qu'elle était stressée, qu'elle ne le pensait pas, et qu'on pouvait peut-être laisser tomber. Madame, a dit doucement mais fermement l'agente, une agression reste une agression. La victime a le droit de porter plainte. Tout le monde me regardait. En attente. Mes parents me suppliaient du regard. Olivia semblait terrifiée. Une partie de moi voulait tout faire disparaître, arranger les choses comme je l'avais toujours fait. Mais j'ai repensé à cette gifle. À l'humiliation. Au fait d'avoir été acculée à mon propre mariage et sommée de céder l'argent que j'avais gagné à la sueur de mon front. À toutes ces années à être la responsable, celle qui résout les problèmes, celle qui sacrifie pendant qu'Olivia obtenait tout sans effort. Oui, ai-je dit clairement. Je veux porter plainte. Ma mère a éclaté en sanglots. Mon père m'a regardé comme si je venais de le trahir. Le visage d'Olivia s'est effondré. Les agents ont arrêté Olivia sur le champ. Ils lui ont passé les menottes dans sa robe de demoiselle d'honneur. Ils lui ont lu ses droits pendant que 200 personnes regardaient. Mes parents les ont suivis dehors, ma mère hurlant que je détruisais la famille. La police a vidé la salle, notant les coordonnées des témoins principaux. La réception était officiellement terminée. Le groupe rangeait ses instruments. Les invités quittaient la salle par petits groupes, sans doute déjà en train de texter leurs amis à propos du « mariage le plus fou » qu'ils aient jamais vu. Daniel et moi sommes restés seuls dans la grande salle vide, entourés d'assiettes à moitié finies et de coupes de champagne abandonnées. Ma robe de mariée me paraissait soudain lourde, étouffante. « Je suis désolée », ai-je murmuré. Il m'a serré contre lui. « De quoi ? Tu n'as rien fait de mal. J'ai gâché notre mariage. » Non, chérie. Tu n'as rien gâché. Oui. Iris nous a rejoints et nous a pris dans ses bras. Je suis fière de toi, a-t-elle dit doucement. Tu t'es enfin défendue. Cette nuit-là, au lieu de passer notre nuit de noces dans la suite nuptiale, Daniel et moi avons fini au commissariat pour donner nos dépositions officielles. Ma grand-mère était avec nous, refusant de me laisser seule. Sous les lumières fluorescentes du poste, toujours en robe de mariée, je me sentais étrangement calme. Comme si quelque chose s'était brisé en moi, quelque chose qui devait l'être. Les charges contre Olivia ont été enregistrées, agression en public, devant témoins. Mes parents ont tenté de la faire libérer immédiatement, mais elle a dû attendre le lendemain pour comparaître. Évidemment, ils m'ont blâmée. M'ont traité de cruelle, de rancunière, d'ingrate. Je n'ai pas répondu à leurs appels. Les jours suivants ont été flous. La vidéo de la gifle est devenue virale, bien sûr. Quelqu'un l'avait mise en ligne, et elle avait explosé. Soudain, des journalistes m'appelaient pour avoir toute l'histoire. Mes associés m'ont contacté, inquiets pour l'image de l'entreprise. Des amis que je n'avais pas entendus depuis des années m'envoyaient des messages de soutien. Olivia a été inculpée pour agression simple. Mes parents ont engagé un avocat hors de prix qui a essayé de me faire passer pour la méchante, la sœur riche qui refusait d'aider sa famille. Mais les faits étaient clairs, elle m'avait frappé, en public, devant des centaines de témoins. Elle a fini par plaider coupable et a écopé d'une probation, de cours de gestion de la colère et de travaux d'intérêt général. Le juge lui a fait la leçon sur la manière d'affronter les conflits de façon appropriée, la prévenant que toute violation de sa probation mènerait directement à la prison. Mes parents ont cessé de me parler. Ils ont entièrement pris le parti d'Olivia, me dépeignant comme la fille sans cœur qui avait envoyé sa sœur en prison pour une simple gifle. Ils ont raconté à toute la famille que j'étais cupide, égoïste, et que j'avais toujours méprisé Olivia. Ça faisait mal. Mon Dieu, que ça faisait mal.
Perdre ses parents, même toxiques, c'est comme perdre un membre. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré jusqu'à m'endormir, me demandant si j'avais fait le bon choix. Mais tu sais quoi? La vie a continué. 3 mois plus tard, Daniel et moi avons organisé une cérémonie intime de renouvellement de vœux, entourée seulement de nos amis proches et de sa famille. C'était magnifique, sincère, tout ce que notre premier mariage aurait dû être. Nous sommes ensuite partis 2 semaines en lune de miel en Grèce, et c'était parfait. Mon entreprise a continué à prospérer. En fait, tout ce tumulte a attiré encore plus d'attention sur ma marque. J'ai reçu des demandes d'interviews, des invitations à des podcasts et à des conférences sur l'entrepreneuriat. J'ai profité de cette visibilité pour parler d'indépendance financière et de l'importance de poser des limites, même avec la famille. Iris a pris une place encore plus importante dans ma vie. Elle m'a avoué qu'elle avait toujours vu comment mes parents favorisaient Olivia, comment ils profitaient de mon sens des responsabilités. Elle attendait depuis des années que je me défende enfin. Je suis désolée de ne pas être intervenue plus tôt, m'a-t-elle dit un après-midi autour d'une tasse de thé. Je pensais que tu devais trouver ta force toi-même. Mais les voir t'attaquer ainsi, je ne pouvais plus me taire. Tu m'as sauvée, ai-je dit en lui serrant la main. Vraiment. Environ 6 mois après le mariage, j'ai reçu une lettre d'Olivia. Une vraie lettre, écrite à la main, pas un message ou un email. Chère Rachel. J'ai commencé une thérapie. D'abord sur ordre du tribunal, mais j'ai continué parce que j'en avais vraiment besoin. Mon thérapeute m'a aidé à comprendre beaucoup de choses sur moi-même, sur notre famille, sur cette nuit-là. J'étais jalouse de toi. Je l'ai toujours été. Tout le monde pensait que j'étais la chanceuse, la belle, la préférée. Mais je savais la vérité, tu étais plus intelligente, plus déterminée, plus capable. Moi, je vivais sur mon apparence et mon charme pendant que toi, tu construisais quelque chose de réel. Quand j'ai découvert l'histoire de l'argent, quelque chose s'est brisé en moi. C'était tellement injuste. Tu avais gagné encore une fois. Et au lieu d'être fière de toi, au lieu de célébrer ton succès, je suis devenue un monstre. Je ne te demande pas pardon. Ce que j'ai fait est impardonnable. Je t'ai giflé à ton mariage. Je t'ai humilié, j'ai essayé de te faire honte pour que tu me donnes de l'argent que je n'avais pas gagné. J'ai été arrogante, cruelle et abusive. J'essaie de changer. J'ai trouvé un travail, un vrai, dans lequel je suis plutôt bonne. Je rembourse mes dettes petit à petit. J'apprends à assumer la responsabilité de ma propre vie au lieu d'attendre que les autres réparent mes erreurs. Tu me manques. Ma sœur me manque. Mais je comprendrai si tu ne veux plus jamais me revoir. J'ai détruit quelque chose de précieux, et je devrais vivre avec ça. Je suis désolée. Sincèrement, profondément désolée. Olivia. J'ai pleuré en lisant sa lettre. J'ai pleuré pour la sœur que j'avais perdue, pour la famille qui s'était effondrée, pour l'innocence à jamais disparue. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour digérer, pour comprendre ce que je voulais vraiment. Finalement, je lui ai écrit en retour. Pas pour lui pardonner, pas encore. Mais pour laisser la porte entr'ouverte. Je lui ai dit que j'étais heureuse qu'elle se fasse aider, que j'espérais qu'elle trouve la paix. Et que peut-être, un jour, quand nous aurions toutes les deux guéri, nous pourrions essayer de reconstruire quelque chose. Différent de ce que nous avions avant, mais quelque chose tout de même. Mes parents, eux, ne se sont jamais excusés. Encore aujourd'hui, ils pensent que j'ai exagéré. Que j'aurais simplement dû donner l'argent à Olivia et éviter tout ce drame. Nous échangeons des cartes de Noël, et c'est à peu près tout. C'est fou comme un seul jour peut tout changer. Comment 20 minutes peuvent redéfinir toute une vie. Quand je repense à ce mariage, je ne vois pas le désastre que tout le monde voit. Je vois le moment où je me suis enfin choisie. Le moment où j'ai cessé de me rétrécir pour rendre les autres à l'aise. Le moment où j'ai compris que le lien du sang n'excuse pas la maltraitance, et que la famille n'a pas droit à ton succès. Daniel et moi venons de fêter notre premier anniversaire de mariage. Nous sommes heureux. Vraiment, sincèrement heureux. Mon entreprise se porte mieux que jamais. J'ai renoué avec des amis que j'avais délaissés en construisant ma carrière.
Je fais du bénévolat dans des associations qui soutiennent les jeunes femmes entrepreneuses. Et tu sais quoi? Je ne regrette rien. Cette gifle m'a réveillée. C'était douloureux, humiliant, traumatisant. Mais elle m'a forcé à voir clairement ce que j'évitais depuis des années. L'amour de ma famille était conditionnel, basé sur ce que je pouvais leur offrir, pas sur qui j'étais. Les perdre m'a déchiré. Mais me retrouver, moi? Ça valait tout. Parfois, le pire jour de ta vie devient le premier jour de ta vraie vie. Le jour où tu arrêtes de t'excuser d'exister, d'avoir du succès, d'imposer tes limites. Ma grand-mère avait raison. J'ai trouvé ma force cette nuit-là. Pas au moment où Olivia m'a frappé, mais au moment où j'ai décidé de ne plus faire semblant que c'était acceptable. Alors oui, mon mariage a été un désastre. Il s'est terminé avec la police, des menottes et une vidéo virale. Mais il s'est aussi terminé avec moi, enfin, en train de me choisir. Et ça, c'était le véritable commencement de mon « Ils vécurent heureux ». Merci d'avoir regardé. Laissez un like si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et cliquez sur la carte ci-dessus pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. À bientôt.